Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart. Ravi de vous retrouver pour presque une heure de discussion autour des enjeux du monde de demain. Au sommaire de cette émission, fini les notes de frais. C'est la promesse de la start-up Mooncard qui, du haut de ses 5 ans d'existence, lève aujourd'hui 20 millions d'euros. Plus besoin de saisir ses dépenses du mois sur un fichier Excel. Elle propose aux entreprises une carte de paiement totalement automatisée. Notre talk du jour sera dédié à l'emploi cyber. À l'occasion du Forum international de la cybersécurité, nous parlerons nouveaux métiers dans le secteur. Malgré les perspectives et l'accélération grandissante des besoins des entreprises, le secteur peine à recruter. Problème d'image, de formation, nous poserons la question à nos deux invités dans quelques instants. Comme toutes les semaines, le rendez-vous biomimétisme avec Sidney Rostand, fondateur et président de Bioxégie. Il viendra nous parler aujourd'hui de la soie d'araignée, solide, élastique. Elle intéresse aujourd'hui de nombreux industriels, notamment dans le textile. Et enfin, zoom sur ceux qui font demain. Chaque semaine, Cécilia Sévry part à la rencontre de ces entrepreneurs du futur qui construisent, qui créent, qui innovent. Caroline Lair, fondatrice de The Good IA, veut mettre, elle, l'intelligence artificielle au cœur des enjeux et des défis climatiques. Mais tout de suite, place donc à l'interview du jour. Bonne nouvelle pour les salariés car c'est peut-être la fin des notes de frais. C'est en tout cas le défi que s'est lancé la start-up Mooncard, créée en 2016. Elle vient tout juste de lever 20 millions d'euros pour libérer, c'est ce qu'ils disent, tous les salariés et dirigeants européens de leur charge mentale professionnelle. Tristan Letertre, cofondateur et président de Mooncard, est notre invité. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Tech. Pourquoi parlez-vous de charge mentale pour les salariés, Tristan Letertre ? Alors parce que c'est tout ce qui est frais, achats, la manière de dépenser de l'argent en entreprise, c'est un sujet d'organisation, administratif, mais c'est surtout un sujet d'argent. Et aujourd'hui, même encore en 2021, la plupart des salariés français utilisent leurs moyens de paiement personnels, avancent de l'argent, que ce soit pour acheter un taxi, un restaurant, parfois des fournitures, et se font rembourser après. Et cette gestion de l'argent, en général, est assez anxiogène. Il y a un sujet un peu presque de confiance entre l'entreprise et le salarié. Et donc, nous, on est venu avec une solution très nouvelle sur ce problème. On va en parler évidemment de votre solution. En tout cas, vous n'avez pas peur d'employer le mot charge mentale pour les notes de frais ? Oui, on a réalisé un certain nombre d'études, notamment avec l'IFOP, qui montre que ce sujet des frais, des achats, de la gestion de l'argent en général est l'une des préoccupations numéro 1 des collaborateurs, notamment d'ailleurs quand ils rentrent chez eux à la maison le week-end, le soir, ils pensent au travail, 80% d'entre eux, et un des sujets récurrents, c'est tout ce qui est notes de frais. Tristan Letertre, au moment de la création de Mooncard, l'offre de ce type de solution était-elle inexistante ? Vous êtes arrivé vous étiez un peu nouveau ? Alors nous, en fait, on réunit deux mondes, j'ai l'impression qu'ils ne se parlaient pas. Il y a le monde du logiciel de l'entreprise qui tentait d'apporter certaines solutions autour des frais. Il y a des apps qui existaient avant nous, évidemment. Et puis le sujet des cartes bancaires, alors qui est un peu poussiéreux. Très peu de gens en France ont une carte d'entreprise. Et je crois que vous n'en avez pas pour vos frais. Voilà, c'est le meilleur exemple. Et au fait, nous, on pense que la solution vient en réunissant ces deux mondes, c'est-à-dire un logiciel et remettre une carte de paiement aux collaborateurs. Voilà, on veut équiper tous les salariés français et européens de cartes de paiement. Donc fini, on est d'accord, la saisie de ces dépenses du mois sur un fichier Excel, comme j'en parlais tout à l'heure, ça c'est bel et bien fini. Oui, notre concurrent, c'est le tableur, la graffeuse aussi, avec les tickets. Donc on apporte digitalisation et puis surtout de l'automatisation. Comment fonctionne alors exactement votre solution ? Vous parlez donc d'une carte de paiement, expliquez-nous comment ça marche. Oui, alors Mooncard, c'est une carte de paiement, je vous ai elle est là. Une, voilà, très vraiment comme une carte de paiement Visa. Exactement, elle permet de payer partout, en l'occurrence c'est une Visa. Et puis derrière, à chaque paiement, que ce soit en situation de déplacement, en mobilité, le collaborateur paye et alors il reçoit des alertes parce que dans certains cas, il doit toujours prendre en photo le justificatif, mais même s'il ne le fait pas, en fait, toute notre technologie de paiement pré-remplit la note de frais. Donc l'utilisateur évite de saisir à la main, il a juste à valider ce qui lui est proposé. Et puis derrière, il y a un enjeu, alors que les collaborateurs ne voient pas forcément, qui est l'enjeu de comptabilité, puisque derrière chaque employé, derrière chaque note de frais, il y a des comptables qui travaillent. Et il y a un gros enjeu dans les départements financiers, auprès des directions financières, des comptables, qui derrière doivent assurer que la note de frais est bien remplie. Il y a des enjeux aussi d'argent.
très concrets. Les enjeux financiers, évidemment. Il faut récupérer la TVA, par exemple. Donc ça, c'est vraiment des espèces sonnantes et trébuchantes pour l'entreprise. Et nous, on vient automatiser, optimiser cela. Et donc vous soulagez, comme vous le dites, tout un tas de métiers finalement au sein d'une organisation. Le RH, celui de la comptabilité, le salarié lui-même, c'est ça? Oui, c'est vrai qu'avec ce type de solution, c'est une carte de paiement, mais ça fait appel à beaucoup d'univers. On a le sujet RH, puisqu'on parle effectivement de charge mentale, de relations entre l'employé et l'entreprise. Il y a beaucoup de sujets comptables. Beaucoup de nos interlocuteurs sont des dirigeants d'entreprises, petites ou grandes, ou des directeurs financiers. Et puis on parle aussi beaucoup de l'univers de la mobilité, du voyage, puisqu'on équipe aussi des flottes de véhicules, ce type de cas de figure. Tristan Le Tort, ce sont des outils simples que vous utilisez pour faire marcher votre solution. Vous parliez de logiciels tout à l'heure. On ne parle pas ici d'intelligence artificielle, ou si, peut-être un peu, expliquez-nous. Oui, on a des briques globalement technologiques assez complexes, puisqu'on traite du paiement. Et le paiement, il faut que ça marche, parce que évidemment, quand les utilisateurs doivent payer, il faut que ça marche. Des enjeux logiciels aussi derrière, du logiciel d'entreprise. L'une de nos particularités, c'est qu'effectivement, on a construit l'un des systèmes des paiements les plus pointus. Alors typiquement, avec une Mooncard, le manager ou le dirigeant d'entreprise peut choisir et dire cette carte ne fonctionne que dans tel restaurant, de telle heure. Elle ne marche pas pour prendre un billet d'avion, mais elle fonctionne plutôt pour acheter des masques. Enfin, voilà, je donne des exemples. Ça, c'est l'une des premières technologies de paiement qui a été déployée auprès des entreprises. Ça n'existait pas avant nous, donc on est évidemment très fiers. Et puis après, il y a plus du logiciel d'entreprise autour de la comptabilité et de la gestion massive, puisqu'on déploie aussi auprès de grandes entreprises. Donc là, vous avez toute la complexité des grandes organisations. Comment percer, Tristan Le Tort, dans un secteur qui est quand même très concurrentiel aujourd'hui? Quelle est votre particularité? Qu'est-ce qui vous a différencié? Effectivement, on est arrivé dans un monde qui était très logiciel, avec des applications. Donc ça, c'est vrai qu'on n'est pas les premiers là-dessus. Par contre, on est les premiers à vraiment avoir fait le logiciel et le moyen de paiement. Donc on a d'un côté, j'ai envie de dire, on a les concurrents des deux mondes, même si on se sent un peu seul, en tout cas dans notre quotidien auprès des entreprises. En général, les interlocuteurs sont émerveillés de savoir qu'une solution comme ça existe. Donc on a des banques qui sont parfois un peu concurrentes, et puis les logiciels effectivement de frais, mais cette approche est un peu unique. Et vous avez quand même réussi à multiplier, je crois, par 10 votre chiffre d'affaires en 2 ans. Donc en effet, on peut parler d'efficacité et de succès de Mooncard. On y vient donc à cette levée de fonds de 20 millions d'euros. Quel était l'objectif ici ? Alors, on a annoncé effectivement une levée de fonds de 20 millions d'euros avec nos anciens investisseurs qui sont Aglaé et Raise, et on accueille 2 nouveaux investisseurs qui sont Blackfin et Partech, des très beaux investisseurs franco-européens ou franco-américains. C'est important d'avoir des investisseurs de renom comme ceux-là? Oui, évidemment, c'est des gens qui ont de l'expertise très importante, qui ont un ancrage, à la fois un ancrage français et européen très important, et ça c'était critique pour nous d'être accompagnés, d'avoir cette expertise-là, avec évidemment beaucoup d'expérience internationale. Donc ça nous aide à aller plus vite. Donc expansion à l'international, vous recrutez du coup aussi, j'imagine ? Oui, on continue notre avance sur le produit, donc beaucoup de recrutement dans le domaine tech. Vous connaissez les enjeux sur ce secteur-là, vous en parlez et vous en parlerez dans l'émission. On a ces enjeux-là, et puis la dimension commerciale et marketing, puisqu'au total d'ailleurs, sur l'ensemble des équipes, on va recruter près de 100 nouvelles personnes dans les 12 prochains mois. 100 nouveaux collaborateurs. Voilà. Alors nous, chez Mooncard, pour l'instant, on est 80 personnes, donc ça veut dire plus que doubler la taille de l'équipe. Donc vous imaginez bien que ce sont des enjeux pour une société comme la nôtre, donc des talents de qualité, en respectant la parité, évidemment. Parce que vous avez des objectifs aujourd'hui. Une petite question, quel type de structure utilise à ce jour votre solution, et combien, et quels sont peut-être justement vos objectifs avec cette levée de fonds? Oui, en 2 ans, puisqu'on a réalisé une première levée de fonds en 2019, on a pu séduire près de 3000 entreprises de toute taille, donc beaucoup de PME partout en France, d'ailleurs certaines à l'étranger, des grands noms comme Vinci, Air France, Cora, Zadig et Voltaire. Donc plus petites, plus grandes structures. En France, à Paris, des sociétés traditionnelles, des PME, des startups, et évidemment. Donc on est très fiers d'apporter cette digitalisation à l'ensemble des salariés, et également des entités publiques, puisqu'on a près de 500 entités publiques qui utilisent Mooncard. Vous travaillez
travaillez également avec des collectivités. Merci beaucoup Tristan Leteurs d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Smart Tech. Je le rappelle, vous êtes cofondateur et président de Mooncard. Merci beaucoup. C'est l'heure de notre talk du jour, focus aujourd'hui sur l'emploi cyber. Demain, mardi, sonnera le top départ du FIC 2021, le Forum international de la cybersécurité. L'occasion de faire un focus aujourd'hui dans notre talk sur l'emploi cyber. Pourquoi les recruteurs sont-ils en peine de candidats? Manque d'écoles, de formation? Quels sont les nouveaux enjeux et défis du secteur? Réponse avec nos deux invités. Christophe Auberger, conseiller du RSSI, évangéliste et expert en cybersécurité. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci, bonjour. David Offer est également avec nous, président de la Fédération française de la cybersécurité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Tech. Première question, je le disais, pénurie ou pas de candidats, vous allez me dire. En tout cas, on constate un décalage entre l'offre des entreprises et le peu de candidatures. Comment l'expliquer, ce décalage ? Comment l'expliquer? Ouais. C'est surtout lié au fait qu'il y a eu un manque d'appétence il y a 5-6 ans pour la cybersécurité. Il n'y avait pas de prise de conscience en fait de l'importance de la cybersécurité. Manque d'appétence de la part de qui? Manque d'appétence de la part des étudiants en fait sur le secteur de la cybersécurité qui était perçu un petit peu comme quelque chose d'un peu péjoratif. La sécurité... c'est pas quelque chose d'attrayant par rapport au monde de la start-up où on développe des choses fantastiques dans la com. Donc c'était un petit peu la partie qui a été délaissée en fait par les étudiants et on remonte il y a même une dizaine d'années. Et puis avec la numérisation à marche forcée en fait du tissu économique, bien finalement et les événements qu'on voit depuis 2-3 ans, on voit finalement qu'on arrive justement à cette pénurie. C'est ça, la numérisation, la digitalisation du monde de la société s'est faite. Par contre, voilà, l'image, elle, est toujours un peu, l'image de ce secteur est toujours un peu ternie. Ça évolue quand même. On va vers le mieux. Oui, ça évolue, mais ça évolue lentement. Et malheureusement, je pense que ça évolue moins rapidement que le besoin. Et effectivement, aujourd'hui, il y a un décalage fort entre l'offre et la demande sur ces métiers-là. On peut parler de pénurie ou le mot est un peu fort ? On peut parler de pénurie. Il y a des entreprises qui ont énormément de difficultés à recruter. Et effectivement, ça crée forcément une inflation sur les salaires, puisque les entreprises essayent d'attirer les talents dans ces domaines-là. Je pense qu'effectivement, cette pénurie, elle est liée à un manque d'attractivité générale de la filière, qui n'est pas d'aujourd'hui, et effectivement d'une image... peut-être pas négative, mais en tout cas peu attrayante de cette filière qui fait qu'on a peu d'étudiants qui s'y dirigent. Et on a également encore assez peu de filières spécialisées. Alors ça évolue, de ce côté-là on commence à en avoir, mais je pense qu'il n'y en a pas suffisamment pour couvrir le besoin. Et puis il y a un point aussi important, c'est l'absence la quasi-absence de mixité dans ce domaine-là. Il y a très peu de profils féminins. Et effectivement, je pense que c'est lié à l'image de la cybersécurité qui est quelque chose d'un peu austère, on va dire, par rapport à d'autres filières informatique ou liées à la transformation numérique. Donc on va continuer à discuter avec vous et peut-être donner des solutions justement pour faire changer cette image. Une question, j'en parlais, demain se passera le Forum international de la cybersécurité. Quelle est l'importance d'un forum comme celui-ci? Peut-être justement déjà de mettre en lumière ce secteur-là? Alors, tout à fait. Alors, le FIC, puisque ce forum, il existe depuis un certain temps et c'est devenu véritablement une référence. Alors, moi, je suis pas le porte-drapeau du FIC. Néanmoins, il faut reconnaître la place importante qu'a le FIC, qui a su prendre une place prépondérante en France sur la représentativité du monde de la cybersécurité. Et j'en veux pour exemple que tous les politiques, ou la plupart qui ont en charge plus ou moins le domaine cyber, font un passage sur le FIC parce qu'il y a cette représentativité à la fois de l'État, des collectivités, mais également une très bonne visibilité internationale. Moi, je rencontre régulièrement des délégations étrangères qui viennent sur le FIC et puis bien sûr les entreprises, qu'elles soient françaises ou étrangères, qui viennent présenter leurs solutions, leurs nouvelles solutions sur le FIC et bien sûr les utilisateurs. Et vous parliez d'emploi tout à l'heure. Il y a maintenant beaucoup d'étudiants qui viennent au FIC pour s'intéresser à la filière et essayer de voir si éventuellement ils pourraient trouver quelque chose qui pourrait les attirer sur ce secteur.
Christophe Auberger, comment expliquer la vitesse à laquelle bouge ce secteur aujourd'hui, à laquelle bouge cette filière? C'est aussi ça la difficulté, c'est que ça bouge très vite. J'en parlais tout à l'heure de nouveaux métiers. C'est peut-être ça aussi qui crée ce décalage. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs facteurs à ça, hein. Le premier, c'est l'accélération de la transformation numérique des entreprises, hein. Aujourd'hui, c'est un fait, hein. Toutes les entreprises sont engagées et le processus, pour celles qui étaient un peu en retard, on va dire, s'accélère. Il y a un deuxième phénomène, c'est la prise de conscience de l'intérêt de la cybersécurité. La menace cyber, elle existe depuis longtemps, malheureusement. Par contre, elle se fait plus forte et elle se fait plus sophistiquée et effectivement, la menace augmente dans un monde où la surface d'attaque des entreprises est plus importante. Donc effectivement, on a un intérêt. Et puis il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, dans toutes les entreprises, la cybersécurité, c'est devenu un enjeu stratégique. À la fois les entreprises, mais également au niveau de l'État. On voit aujourd'hui la prépondérance d'agences comme l'ANSSI, hein, qui fait un travail important sur cette sensibilisation et sur le fait que les entreprises prennent en compte ce risque cyber. Donc effectivement, ça décuple la demande, puisque les entreprises montent des équipes cyber ou d'Alexa à des entreprises sous forme de services. Donc en tous les cas de cause, ça veut dire des ressources en plus. Et effectivement, on constate ce décalage entre le besoin de ressources dans ce domaine-là, qui est en plus un domaine qui bouge beaucoup, donc où les gens doivent se former de manière continue. Pour ça, je pense qu'aussi une des voies pour répondre à ce problème de pénurie, c'est également la formation continue. Oui, la formation en continu, donc une formation ponctuelle, mais aussi une formation continue. David Hofer, pour continuer à parler de ça, de cette évolution très rapide, pour qu'on comprenne à quelle quantité de nouveaux métiers elle fait face aujourd'hui, cette filière. Alors, je n'ai pas le nombre de nouveaux métiers. Néanmoins, nous, au niveau de la fédération, on a créé un nouveau métier. On a créé un nouveau métier pour répondre aux enjeux auxquels font face notamment les entreprises et les collectivités. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une multiplicité des technologies, des typologies de cyberattaques. Vous avez une multiplicité des offres de technologies pour assurer la cyberdéfense. Néanmoins, on en revient toujours aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'il faut des moyens humains de manière à réduire ce qu'on appelle les surfaces d'attaque. Et aujourd'hui, il faut du personnel pour cela. Or, des bacs plus 5, des bacs plus 6, voire des bacs plus 7, pour travailler dans la cyber, on ne les formera pas demain matin. Et donc, il a fallu prendre le problème à l'envers et on a créé un nouveau métier qui s'appelle assistant cyber, qui est un métier qui est ouvert à des jeunes ou à des personnes en reconversion professionnelle, qui sont d'un niveau bac, des personnes qui ont de l'appétence finalement pour les technologies, des gens qui veulent découvrir ces métiers de la cybersécurité et qui vont aller en fait au contact des utilisateurs pour vérifier qu'ils maîtrisent les bonnes pratiques d'utilisation numérique et notamment la dimension cybersécurité de l'utilisation des moyens numériques qu'ils ont à leur disposition. Donc ce nouveau métier, en fait, nous, on s'est engagé à créer 20 000 emplois sur ces 5 prochaines années avec ce nouveau métier. Et on a mis en place non seulement la cartographie de ce métier, mais également les formations qui vont avec. Et aujourd'hui, on propose 2 niveaux de formation, des formations de 400 ou 600 heures. Ces formations, elles sont financées par les organismes de financement. On a déjà des entreprises qui souhaitent recruter ces personnels pour justement accompagner en fait les RSSI, donc les responsables de la sécurité et des systèmes d'information et leurs équipes dans les missions quotidiennes auxquelles ils ne peuvent pas faire face. Donc ça, ce sont, j'allais dire, des éléments extrêmement concrets. Et quand on parle finalement de nouveaux métiers dans la cybersécurité, il n'y a pas que la partie ou la dimension technique, mais il y a également tous les métiers de support. Parce que la cybersécurité, bien sûr, on regarde toujours ça avec un œil très technique, très technologique. En quoi on a tout à fait raison, mais il faut prendre également les autres pendants, donc le métier d'assistant cyber que j'évoquais, qui reprend une petite dimension technique, mais qui reprend également des dimensions qui sont plutôt juridiques ou liées à la conformité. Donc tout ce qui est certification, tout ce qui est réglementation, par exemple la réglementation générale sur la protection des données, la RGPD, la fameuse RGPD, tout le monde ne le sait pas, mais cette réglementation comporte des dimensions extrêmement fortes liées à la cybersécurité.
Et malheureusement, c'est extrêmement méconnu. La RGPD est censée s'appliquer à n'importe quelle entreprise, mais quand vous prenez des TPE ou des PME, elles n'ont absolument aucune idée finalement de ces réglementations, elles n'ont aucune idée des mesures qu'il faut qu'elles mettent en place. Et c'est là où finalement, on va être capable de les accompagner, mais c'est là où finalement, on va retrouver ces nouveaux métiers liés à la cybersécurité. Il y a ce qu'on appelle le DPO aussi, qui est le délégué à la protection des données, qui découlent finalement de cette réglementation sur la protection des données et qui finalement fait aussi de la cybersécurité. Donc on est un petit peu à la frontière et c'est ce qui est très intéressant dans la cybersécurité, c'est que on a modifié finalement l'échelle sur laquelle on regardait la cybersécurité. Il y a 5-6 ans, c'était extrêmement technique, c'était extrêmement technologique et aujourd'hui finalement ça rentre au cœur de tout ce qui est numérique dans le tissu économique. Et finalement, cet éventail, il s'est extrêmement élargi et ce qui offre également de nouvelles opportunités. On évoquait tout à l'heure le manque de présence féminine. C'est quelque chose qui est en train de s'arranger parce qu'on retrouve de plus en plus finalement de femmes et c'est une très bonne chose dans le milieu de la cybersécurité parce que avec ces nouveaux angles d'approche, finalement, il y a cette nouvelle appétence et ce nouvel attrait pour les métiers de la cybersécurité. Christophe Auberger, une question sur ce cadre justement législatif qui entoure ces métiers de la cybersécurité, qui est quand même peut-être un peu complexe, en tout cas pour des peut-être plus petites structures, il faut faire de la pédagogie. Comment justement faire de la pédagogie donc auprès des petites structures et comment se prémunir des dangers, justement de fuite, des dangers liés à la propriété intellectuelle ? Alors effectivement, c'est un vaste sujet. Je pense que la première chose, c'est qu'on devrait, et je pense qu'il y a des prémices qui sont en train d'arriver, mettre au moins une sensibilisation à la cybersécurité dans tous les cursus de formation. Alors nous, on le fait avec certaines écoles sur lesquelles on intervient dans le cadre on va dire de sensibilisation. L'objectif est de pas de faire des experts, de pas forcément avoir des gens qui soient capables de réagir en termes d'attaque, mais surtout des gens qui sont conscients du risque et des bonnes pratiques. Alors effectivement, tous les gens qui travaillent dans la cyber, à chaque fois qu'on intervient, on nous reproche de faire peur, d'avoir un côté paranoïaque. Alors c'est peut-être plus ou moins vrai, mais ce qui est surtout important, c'est de voir que dans toute attaque, quelle qu'elle soit, dans la très très grande majorité des cas, il y a une intervention humaine et qui est en général pas malicieuse. C'est souvent un utilisateur qui ouvre une pièce jointe, c'est souvent un utilisateur qui ramasse une clé USB. Voilà, c'est des choses comme ça. Le fait de sensibiliser les gens, ça participe à ce qu'on appelle l'hygiène informatique et finalement ça diminue de manière extrêmement importante le risque. Voilà, tout à fait. Et je pense qu'il serait important de mettre une pincée de cybersécurité dans tous les cursus de formation parce qu'effectivement, c'est pas que de la technique, la cybersécurité, c'est aussi des attitudes, des façons de faire, parfois du bon sens. Et il suffit simplement que les gens soient conscients du risque pour plus facilement l'aborder. Nous, ce qu'on a l'habitude de dire... Donc il y a aussi cette notion peut-être de soft skills, justement, il y a les hard skills, il y a la compétence technique, mais il y a aussi cette notion de soft skills. Absolument, je pense que c'est très important. La première barrière d'une entreprise, c'est le collaborateur. Et ça, si le collaborateur il a cette conscience, le niveau de sécurité globale va très largement augmenter. David Hofer, aujourd'hui, qui recrute ? Toutes les entreprises pourraient potentiellement avoir besoin d'experts en cybersécurité. Il y a d'un côté les entreprises qui développent des technologies de cybersécurité ou qui délivrent des services en cybersécurité, qui ont toujours recruté. Mais ce qui est un peu plus nouveau, si je puis dire, depuis 4-5 ans, c'est que finalement toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité, recrutent en fait des personnels en cybersécurité de manière à assurer la sécurité de leur système d'information. Et donc finalement on se retrouve, et d'ailleurs il y a des passages des uns vers les autres, c'est-à-dire que très souvent des spécialistes en cybersécurité qui travaillent dans des entreprises de services informatiques vont travailler directement dans les entreprises où ces personnes sont embauchées de manière à assurer la cyberdéfense finalement de l'activité, parce que quand vous avez une cyberattaque, on en parlait tout à l'heure, aujourd'hui on l'a vu avec l'actualité, vous avez votre entreprise
entreprise qui est par terre. Moi, j'ai vu quelques cyberattaques sur ces dernières années, des entreprises privées de grande taille, taille importante, qui ne se retrouvaient qu'avec une ligne de téléphone, plus de standards téléphoniques, plus d'informatique, plus de call center, plus de support, plus de livraison. Enfin, ça a un coût colossal, pour l'entreprise, mais ce que l'on ne quantifie pas encore très exactement aujourd'hui, même si nous, au niveau de la fédération, on a des chiffres qui commencent à émerger, c'est le coût humain, à la fois pour les personnels, mais également pour le tissu économique français. Parce que, en fait, quand on voit le nombre de défaillances de PME liées au nombre de cyberattaques, en fait, tout ça, ce sont des personnes qui vont perdre leur emploi dans les 6, 8 mois, 12 mois à la suite de la cyberattaque. Et ce coût, il est colossal pour la société. Donc, il faut absolument faire en sorte que l'humain, les hommes et les femmes qui travaillent dans les entreprises aient une bonne prise de conscience de ces sujets-là et que finalement on arrive à démocratiser l'intégralité de cette prise de conscience de la cybersécurité. Donc tout le monde est concerné aujourd'hui par la cybersécurité, y compris d'ailleurs les collectivités, les ministères, parce que tout le monde un jour ou l'autre fait face ou va faire face à une cyberattaque. Et Christophe Auberger, justement, comment font ces entreprises alors qui ont besoin justement de ces experts en cybersécurité et qui ne les ont pas, en tout cas qui ne sont pas présents encore de manière en quantité importante sur le marché du travail actuellement. Est-ce qu'on sort alors un peu des sentiers battus ? Est-ce qu'on va chercher peut-être ceux qu'on appelle les geeks ou les hackers ? Comment se passe aujourd'hui le recrutement, sachant que qu'il n'y a pas assez de personnes, pas assez de demandes, mais et beaucoup d'offres. Voilà. Alors effectivement, c'est compliqué. Il peut y avoir effectivement sur certaines entreprises des gens qui vont aller chercher des hackers ou en tout cas des gens qui gravitent dans ces milieux-là. Mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a effectivement quelque chose qui se développe, je dirais, alors je ne sais pas si c'est en attendant ou c'est une tendance de fond, mais c'est tout ce qui est service géré en fait. Il y a énormément d'entreprises qui, à la fois devant le manque de ressources en fait, parfois même la difficulté d'avoir les moyens pour pouvoir obtenir ces ressources, parce qu'effectivement, on est dans une loi de marché, donc ça veut dire que s'il y a peu de ressources et beaucoup d'offres, les ressources sont chères, et une PME n'a pas forcément les moyens d'embaucher plusieurs spécialistes de cybersécurité. Donc il y a beaucoup de PME qui se tournent vers les services managés, donc des grandes entreprises, des grands industriels, certains opérateurs qui fournissent des services de sécurité gérés et à distance ou de la délégation de personnel. Alors vous me direz, finalement c'est juste déplacer le problème, puisque c'est plus l'entreprise qui embauche, mais c'est le fournisseur de services. Alors l'avantage, c'est que le fournisseur de services, il a une capacité de financement supérieure, donc il a un accès un peu plus important aux ressources, même si ça reste compliqué. Et puis il y a un phénomène de mutualisation, donc il va minimiser les ressources. Il y a un troisième aspect aussi sur lequel énormément d'entreprises travaillent, c'est que aujourd'hui, et on l'a dit tout à l'heure, pour faire de la cyberdéfense, malheureusement, on est obligé quelque part d'utiliser une succession de technologies parce qu'on ne va pas défendre de la même manière une messagerie qu'un centre de données, que des informations stockées dans un cloud. Et donc cet empilement finalement de technologies fait qu'on va augmenter de la complexité et qu'on va augmenter le besoin en ressources pour gérer tout ça. Donc une des approches, c'est de quitter un peu cette vision en silo de la cybersécurité et de créer des plateformes en fait qui vont fédérer en fait ces produits, parce que effectivement personne ne vous dira qu'il faut pas ces produits, mais on peut essayer de les fédérer, de les intégrer, de les automatiser de manière à baisser le besoin en termes de ressources, à la fois en termes de nombre, mais également en termes de compétences. On n'a plus besoin d'avoir 10 experts sécurité, mais 2 vont suffire. Et c'est un moyen d'adresser le problème en attendant que les filières se débloquent, que l'attractivité du domaine change et qu'on puisse avoir plus de ressources. Peut-être juste pour chiffrer, alors c'est toujours compliqué de donner des chiffres, mais aujourd'hui en France, à l'instant T, on parle d'un manque de ressources de 350 000 profils. On est entre 4 et 6 millions au niveau mondial. Donc on voit bien que c'est quelque chose, c'est une tendance de fond, et qu'il va falloir trouver des palliatifs en attendant que les filières de formation... On ne fait pas beaucoup mieux ailleurs, d'ailleurs ? Dans les autres pays, c'est pas forcément beaucoup mieux. Alors effectivement, d'un pays à l'autre, les images changent, mais d'une manière générale, dans tous les pays occidentaux, la cybersécurité a encore cette image un peu de geek, justement, d'hyper-technicité, et puis d'un travail qui n'est pas forcément
je dirais pas attractif, mais en tout cas pas valorisant, en fait. Puisque finalement, la cybersécurité, ça consiste soit à mettre en place des mécanismes qui vont empêcher les attaques, et donc finalement le résultat n'est pas visible, soit à répondre à des attaques, et finalement on est un peu en mode pompier, et c'est pas ce qui est forcément le plus gratifiant. David Hofer, je vais vous offrir la conclusion de ce débat. Il nous reste une petite minute. Donc vous en parliez tout à l'heure, l'enjeu il est financier, l'enjeu il est humain, il y a un enjeu de l'emploi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pourriez attendre par exemple de la part du gouvernement? Est-ce qu'il faut plus de moyens? Est-ce qu'il faut un investissement dans les infrastructures, plus d'écoles, plus de formation continue, déjà plus comprendre déjà ce que c'est cette filière et ses enjeux? Alors, il y a eu un grand plan cyber qui a été annoncé par le gouvernement au cours de l'année, avec des moyens qui ont été mis sur la table. Le chiffre officiel, l'ordre d'1 milliard d'euros, qui va être divisé, dispatché selon différents critères. Je ne suis pas certain que ce soit que le gouvernement qui puisse faire tout. Je pense qu'il y a une prise de conscience au niveau des entreprises, des chefs d'entreprise, mais également de chacun des citoyens, parce que ce qu'il faut, c'est communiquer. On l'a évoqué tout à l'heure. L'humain reste la clé du sujet quand on parle de réduction des surfaces d'attaque. Aujourd'hui, des produits, des offres technologiques, il y en a beaucoup. Donc, ce n'est pas un problème. Il faut en développer, il faut aller plus loin. Le futur de la cybersécurité, ça passera par l'intelligence artificielle. Donc ce qu'il faut, c'est investir massivement dans la formation. Ce qu'il faut, c'est créer finalement des profils qui vont être capables de maîtriser ces outils et qui vont être capables de créer finalement des innovations techniques. Mais c'est surtout qu'il va falloir effectivement former les personnels à cette prise de conscience de la cybersécurité de manière à réduire les surfaces d'attaque. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu aujourd'hui avec nous. Christophe Auberger, conseiller du RSSI Évangélis Cybersécurité. Merci David Hofer, président de la Fédération française de la cybersécurité. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite pour votre rendez-vous biomimétisme, comme chaque semaine. Aujourd'hui, focus sur un animal qui, moi, me fait un peu peur personnellement, mais qui, vous verrez, a de nombreuses vertus, c'est l'araignée. La soie d'araignée, matière du futur, c'est ce que vous allez nous dire. Sidney Rostand, bonjour. Bonjour Eva. Je le rappelle, vous êtes fondateur et président de Bioxégie. Alors pourquoi l'araignée, Sidney? Qu'est-ce que cache cet animal, plutôt mal vu d'ailleurs, hein, je le disais, moi-même j'en ai peur, qui fait l'objet de phobies et de dégoût même parfois? C'est ça, l'arachnophobie est une des phobies les plus répandues dans le monde. Moi je suis complètement passionné des animaux, je connais de ces animaux-là, je connais la spécialiste française des araignées. Les araignées, il y en a 48 000 espèces dans le monde, elles vivent un petit peu partout, sauf dans les milieux très salés, sauf dans les milieux de haute altitude ou les milieux très très froids, mais sinon on les trouve vraiment partout. Il y en a 1700 espèces en France, rien qu'en France. Donc c'est un animal qui a des caractéristiques assez étonnantes, hein. C'est pour ça évidemment que cet animal fait peur ou qu'il fascine à l'inverse. Déjà au niveau de son anatomie, mais aussi au niveau de ses comportements qui sont très variés. On pense à l'araignée paon par exemple, qui a des belles couleurs pour séduire la femelle, qui fait des sortes de danses, qui est assez exceptionnel à voir. On pense à la tarentule géante qui s'attaque à des souris, la veuve d'Amérique du Nord qui va avoir des comportements à chasser des serpents. Enfin, voilà, il y a une variété de comportements tout à fait exceptionnels. Mais ce qui est surtout fascinant chez l'araignée, la raison pour laquelle moi ça m'intéresse aussi tout particulièrement, c'est qu'elle est à l'origine en fait d'un des matériaux les plus extraordinaires du monde, qui est probablement la soie d'araignée. Donc la soie d'araignée, effectivement. La soie d'araignée, qui n'est pas pareil que la toile d'araignée. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La soie d'araignée, en fait, c'est le matériau qui est produit par les appendices, donc par l'organe en fait des araignées, qui elle-même va être du coup à l'origine va être tissée d'une façon à gérer la toile. Donc d'abord le fil de soie, puis après la toile. Alors la soie d'araignée est composée en fait de 2 protéines. Il y a la séricine, qui est une protéine en fait collante, qui englobe en fait l'ensemble. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle la fibroïne, qui est une autre protéine qui elle-même est composée de 2 éléments. On le voit sur les images. Voilà, exactement. Un élément qui est rigide, qui est cristallin, et un autre élément qui va être beaucoup plus souple, désorganisé à l'échelle atomique, hein, donc c'est à des échelles très fines, et qui lui va permettre une certaine flexibilité.
Le fil de soie d'araignée, ça fait 10 microns. C'est environ un cinquième de l'épaisseur d'un cheveu d'être humain. Donc c'est très très fin et pourtant c'est extrêmement résistant. C'est 30 fois plus robuste que le Kevlar, qui est le matériau des gilets pare-balles. C'est environ 2 fois plus résistant à la traction, c'est-à-dire à force d'étirement que l'acier par exemple. Ça résiste à 1000 mégapascales. Alors c'est des termes un peu scientifiques, mais en tout cas, voilà, vous avez compris l'idée, c'est extrêmement résistant. En même temps, c'est ultra léger. Il y a certaines soies, vous pouvez faire le tour du monde avec un fil de soie qui pèserait moins qu'une télécommande ou que ce micro par exemple. Ça vous donne un peu la légèreté de ce matériau-là. Et en même temps, c'est résistant, léger. C'est aussi très flexible, c'est extensible à 140%. Allez-y pour prendre de l'acier et l'étendre à 140%. Ouais. Et en plus de ça, c'est biodégradable, c'est biocompatible et c'est aussi résilient. Vous pouvez le mettre à n'importe quel endroit, mettre de l'eau dessus, mettre des chaleurs extrêmes ou du froid, ça va résister. Donc c'est un matériau qui est ultra sophistiqué. On n'est pas capable de faire la même chose, nous, êtres humains. Alors, ça a un intérêt, évidemment, pour l'araignée, pour faire des pièges, pour chasser, en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas que la fameuse toile. Il y a aussi la logique de, par exemple, protéger sa progéniture. Donc là, je suis venu avec une photo qui est assez extraordinaire. C'est ce qu'on appelle silk henge. C'est une sorte d'enclos que certaines araignées, ça a été découvert il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, que certaines araignées vont pondre autour, à l'intérieur de cet enclos, elles vont construire un enclos autour comme une sorte de barbelé pour protéger des attaques des fourmis et donc protéger les œufs. Vous avez certaines araignées qui font des sortes de toiles qu'elles vont projeter et vous avez évidemment les toiles très connues que nous on connaît ici en Europe. Enfin, l'image qu'on a, c'est effectivement ces espèces de formes géométriques qui sont d'ailleurs très variées. Vous en avez qui font 2 mètres d'envergure, il y en a d'autres qui font seulement quelques millimètres, et puis vous avez parfois des araignées qui font des toiles totalement désorganisées, qui prennent des forêts entières. Donc c'est assez extraordinaire à voir. Et nous, pourquoi la soie d'araignée alors pourrait nous intéresser, nous, ou les industriels? Alors c'est ça qui est intéressant, biomimétisme évidemment. Ouais. Vous avez plusieurs options. La première option, c'est évidemment reproduire la soie en tant que telle, le matériau en tant que tel. Pourquoi? Parce que évidemment, ses propriétés sont intéressantes pour l'industrie. Vous avez des applications dans l'aéronautique et des applications dans l'automobile. La première, dans l'aéronautique, vous avez une entreprise qui s'est formée à l'Université technologique de Munich, qui a été fondée par quelqu'un qui connaissait les araignées, un spécialiste des araignées, qui a créé l'entreprise AML Silk. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a reproduit la protéine de la soie d'araignée à des échelles en fait biosynthétiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas élever des araignées en groupe et leur faire faire de la soie. C'est pas possible, elles vivent pas d'ailleurs en groupe et ça serait trop coûteux. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a modifié des bactéries E. coli pour que celles-ci reproduisent en fait la même protéine comme des sortes de pondeuses de soie, et ces soies-là ensuite sont tissées en fait par un mécanisme ingénieral extrêmement compliqué qui permet de reproduire des matériaux à grande échelle. Les applications, c'est pour l'aéronautique notamment. Pourquoi pour l'aéronautique? Pour remplacer en fait par exemple le carbone. Ça c'est très intéressant. C'est des matériaux qui sont plus légers que les métaux, mais on va chercher à faire des alliages en soie d'araignée encore plus complexes. Donc, c'est des projets qui sont menés en collaboration avec Airbus. Aéronautique, c'est surprenant, c'est vrai, on n'aurait pas pensé forcément à ça tout de suite. L'intérêt, en fait, c'est des matériaux qui sont tout aussi résistants que les métaux ou que les alliages ou que la fibre de carbone qu'on utilise en fait dans l'aéronautique actuellement, mais en même temps beaucoup plus légers. Donc, le but, évidemment, c'est d'alléger les avions pour leur faire consommer moins et pour avoir un impact environnemental inférieur. Ces mêmes applications-là, elles sont valables dans d'autres industries. On pense à l'automobile, alléger une voiture, c'est intéressant aussi. Il y a de la chimie, etc. L'autre application de ce matériau-là, c'est dans le médical. Alors le médical, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que vous allez avoir en fait cette biocompatibilité de la soie d'araignée. Et donc vous allez pouvoir faire en fait des pansements. Ces pansements vont être compatibles avec la peau, donc vous n'allez pas avoir des réactions du système immunitaire. Ils sont très résistants et en même temps vous pouvez du coup mettre des mini-molécules dans ces pansements-là pour guérir la peau, pour aussi délivrer des antibiotiques par exemple et éviter la prolifération de bactéries. Merci beaucoup Sinéad d'être venu nous parler de cette soie d'araignée aujourd'hui. Merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes fondateur et président de Bioxégie. Tout de suite, et comme tous les lundis, focus sur ceux qui font demain.
L'ONU a fixé 17 objectifs de développement durable à atteindre d'ici 2030. Pour y parvenir, l'intelligence artificielle pourrait être le meilleur outil dont on dispose. Alors, une femme, Caroline Lair, a décidé de réunir les troupes en créant The Good IA, un rassemblement de startups qui mettent leur technologie au service de ces objectifs. Cécilia Sévry et Kossé Labouèche sont allées la rencontrer dans les locaux de Scaleway qui l'accueillent dans le cadre d'un programme d'entrepreneurs in residence. Ça fait 10 ans que je travaille dans les nouvelles technologies. Après un passage en fonds d'investissement il y a 5 ans, j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'intelligence artificielle dans une start-up qui faisait des assistants vocaux responsables. Et c'est également à ce moment-là que j'ai cofondé l'association Women in AI qui travaille à augmenter le nombre de femmes dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et c'est à la suite du rachat de la start-up dans laquelle je travaillais que j'ai fondé The Good AI. Je me suis lancée dans cette aventure parce que je suis passionnée d'intelligence artificielle. Je pense que c'est une superbe technologie et qu'on peut l'utiliser pour notamment adresser tous les problèmes liés au développement durable. Donc The Good AI aujourd'hui c'est quoi? C'est une communauté de start-up et de talents et tous ont le point commun d'utiliser de l'intelligence artificielle pour adresser les objectifs de développement durable des Nations Unies. Ce qui est aussi hyper excitant dans le projet de The Good AI, c'est que finalement aujourd'hui on a des outils pour retravailler un projet de société. C'est peut-être l'unique fois dans l'histoire de l'humanité qu'on peut repenser à notre modèle, puisque ce modèle-là on va finalement l'inculquer dans des algorithmes qui demain vont prendre des décisions à notre place pour ce qui est de domaines comme la santé, le recrutement, le climat, même voire la politique finalement. Donc on a vraiment cette chance unique de se dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on va donner comme valeur à ces algorithmes. Et donc je trouve ça hyper excitant et je pense qu'on peut être hyper optimiste si bien sûr encore une fois on est éduqué à utiliser correctement et de manière éthique toutes ces technologies-là. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait à The Good AI? On sélectionne des startups et des talents et on les soutient, on les aide en leur apportant de la visibilité à travers des contenus, à travers des événements, à travers de la mise en relation entre eux, notamment sur les sujets de recrutement, qui est un sujet clé pour les startups d'intelligence artificielle. Et enfin, on fait de la mise en relation avec des investisseurs et des grands groupes pour pouvoir permettre à ces startups d'accélérer, mais également pour permettre aussi d'aider les grands groupes qui ont un impact hyper important lorsqu'on parle de développement durable. Donc aujourd'hui, tout le monde utilise l'intelligence artificielle, mais il y a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent pour, par exemple, nous faire cliquer sur telle publicité en ligne. Le concept de The Good AI, c'est de se dire on a 10 ans pour atteindre les objectifs de développement durable, on a quand même une crise climatique, on a une crise de la biodiversité, et puis on a une technologie en même temps, donc l'IA qui est partout et qui est quand même à prendre avec des pincettes, parce qu'il y a des risques. Donc l'idée vraiment de The Good AI, c'est d'être ce catalyseur d'utilisation pour les droits humains, pour la biodiversité, pour le changement climatique, pour les objectifs de développement durable via l'intelligence artificielle et également un catalyseur pour l'utiliser de manière responsable et éthique. Donc quand on parle d'intelligence artificielle éthique ou responsable, en fait on fait appel à toutes ces questions de responsabilité, d'explicabilité, de transparence des algorithmes, d'inclusion des algorithmes et par exemple également de la confidentialité des données utilisateurs. Bien souvent, et c'est dommage, dans les médias, l'intelligence artificielle est dépeinte de manière hyper négative, dangereuse, elle fait peur, alors que finalement c'est juste un outil qu'il faut savoir bien l'utiliser et qu'on peut en tirer des résultats exceptionnels pour le bien commun, pour les droits humains, pour nous protéger de la crise climatique, pour la biodiversité, etc. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Juliette de m'avoir aidé à la préparer. À suivre le Lab 4 jeunes pousses d'avenir à découvrir avec Cécilia Sévry. À demain dans Smart Tech et très bonne journée à tous sur Bismart.